tous, aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un nouveau roman. Alors j'ai décidé de commencer Cro-Blanc et j'espère que ça vous ira. Allez, c'est parti. Jack London, Cro-Blanc, chapitre 1. La piste de la chair fraîche. C'était le Wild hostile, silencieux et glacé. Il s'étendait à l'infini de part et d'autre du fleuve gelé. La neige dure et blanche recouvrait à perte de vue les sombres forêts de sapins immobiles. Le Wild déteste le mouvement, il gèle les fleuves, il étouffe les bruits et couvre de neige et de givre cassant tout ce qui vit, tout ce qui bouge dans les immensités désertes du Canada du Nord et de l'Alaska. Même aux plus beaux jours d'été, le sol y reste gelé à quelques pieds sous l'herbe. Et de tous les animaux qui courent, qui volent ou qui nagent, celui que le Wild hait le plus, c'est l'homme, qui est toujours en mouvement, toujours agité, infatigable et industrieux, et qui, avec ses feux et ses chiens, vient déranger le Wild dans son repos glacé. Le traîneau qui suivait la piste dégagée du fleuve. C'était un grand traîneau, sans patins, en solide écorce de bouleau adroitement et solidement fixée, recourbée à l'avant vers le haut pour ne pas buter dans la neige. Sur le traîneau, quelques ustensiles, une bouilloire, une poêle, une hache, des armes, des provisions étaient attachées sur une grande boîte oblongue et étroite qui ressemblait à un cercueil. Et de fait, c'était un cercueil. Il contenait le cadavre d'un homme que le Wild avait abattu et qui ne pourrait plus le troubler. Les deux compagnons du mort marchaient sur leurs raquettes en peinant, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière du traîneau. Ils économisaient leur souffle en vieux routiers des contrées du Nord. Leur haleine, au sortir de leur poitrine, se gelait en cristaux blancs qui couvraient leurs figures, leurs cils, leurs barbes et glaçaient leurs visages, mais ils avançaient fermement sans relâche, un pas suivant l'autre, et le Wild ne pouvait les empêcher de se trouver au chaud sous leurs vêtements de fourrure et de cuir souple tanné. C'était également de cuir souple qu'étaient faits les harnais des chiens-loups qui tiraient le traîneau. Leur épaisse fourrure se hérissait de neige gelée, et leur haleine condensée retombait sur eux en glaçons, mais ils tiraient vaillamment leur charge sur la glace ferme du fleuve. 2 heures passèrent. Le jour commençait de baisser, les ombres de la nuit appauvrissaient lentement la lumière blafarde et sans soleil. Au loin, dans l'air immobile, un cri s'éleva soudain, plaintif, long et modulé. On aurait pu le croire l'appel d'une âme errante, sans l'incroyable sauvagerie dont il était empreint. La longue plainte s'éleva par saccades, dura quelques secondes, puis cessa brusquement. L'homme qui marchait devant tourna la tête pour rencontrer le regard de son compagnon. Un deuxième cri, plus bref, s'éleva vers la droite, puis un troisième sur la gauche. Cela venait de l'arrière. « Ils sont près de nous, Bill, » dit l'homme qui marchait devant. Il semblait faire effort pour ouvrir la bouche et pour parler. « Le gibier se fait rare en ce moment. Le gibier se fait rare en ce moment, » répondit son compagnon. « Nous n'avons rien vu, pas même une trace de lièvre depuis plusieurs jours. » Ils se turent de nouveau, mais leur oreille, désormais, guettait les hurlements de chasse qui s'élevaient derrière eux. La nuit tomba tout à fait. Ils dételèrent les chiens et les parquèrent sur la berge du fleuve, dans un bouquet de sapins. Les chiens se querellaient et grondaient, mais sans chercher à s'éloigner ni à fuir de l'obscurité. « Il semble bien fidèle ce soir, Henry, » remarqua Bill. L'autre approuva d'un signe de tête, occupé à faire fondre de la neige pour le café. Ce n'est que lorsqu'ils se furent assis sur le cercueil qu'ils eurent commencé à manger qu'Henry reprit. « Bien sûr, ils savent qu'auprès de nous, ils n'ont rien à craindre et ils préfèrent manger qu'être mangés. Ils ne sont pas idiots, les chiens. » Bill hocha la tête. « Oui, je me demande vraiment. » Henry releva la tête surpris. « Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est bien la première fois que je t'entends mettre en doute l'intelligence des chiens. »
Tu as remarqué comme ils étaient nerveux quand je leur ai donné à manger, reprit Bill en mâchant ses fèves bouillies. Au fait, Henri, combien as-tu de chiens? Henri le regarda avec étonnement. Je ne comprends pas ta question. 6, tu le sais très bien. Eh oui, reprit Bill en plongeant sa cuillère dans sa gamelle. 6 chiens. Tout à l'heure, j'ai pris 6 poissons secs pour donner à manger aux 6 chiens. Et il y en a un qui n'en a pas eu. Alors, j'ai repris un poisson et je l'ai donné à une oreille qui n'avait rien à manger. L'autre secoua la tête. Tu te seras trompé. Nous n'avons que 6 chiens. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait là que des chiens. J'ai dit que 7 convives ont eu droit à un poisson. Henri regarda son compagnon avec pitié et s'arrêtant de manger, compta de loin les bêtes. Eh bien, ils ne sont que 6 à présent. Bien sûr, puisque j'ai vu le 7e partir en courant. Henri hocha la tête. J'aimerais bien que ce voyage soit fini. Il est grand temps, je crois. Qu'entends-tu par là? J'entends que la fatigue commence à agir sur tes nerfs et que voir des choses... C'est ce que j'ai pensé d'abord. Malheureusement, le 7e convive a laissé des traces sur la neige. Tu pourras les voir si tu veux. Sans répondre, Henri se remit à manger. Son repas fini, il but une grande tasse de café et s'essuya les lèvres d'un revers de main. Puis il reprit pensif. Alors, Bill, tu crois que c'en était un? Quelque part dans la forêt, un long hurlement s'éleva, sauvage et plaintif. Henri écouta, étendant la main dans la direction du cri. Tu crois que c'est l'un d'eux qui est venu? J'aimerais penser le contraire, répondit Bill. Les cris se répondaient maintenant de tous côtés dans les profondeurs du Wild. Les chiens, épouvantés, avaient rompu leurs attaches et étaient venus s'entasser près du feu, sur la neige, si près que leurs fourrures grésillaient. Bill jeta une brasée de branches dans le feu et alluma sa pipe. Il regarda pensivement le cercueil sur le traîneau et murmura « J'ai bien l'impression qu'il ne soit plus heureux que nous, celui-là. » Il aurait pu faire de vieux os s'il était resté chez lui, remarqua Henri. Il s'interrompit pour considérer à quelque distance 2 yeux brillants dans l'obscurité comme des tisons ardents. Il les montra à son compagnon qui lui en montra en réponse 2 autres, puis 2 autres encore. Par moments, les tisons s'éteignaient, pour se rallumer ailleurs un instant après. Affolés, les chiens bondissaient en tous sens, cherchant à se monter les uns sur les autres en hurlant, pour être plus près des hommes et du feu. L'un d'eux, dans la bousculade, roula dans le brasier. L'air s'empuantit de l'odeur de la fourrure grillée, tandis que ces hurlements plaintifs s'ajoutaient au vacarme et à la confusion. Le cercle d'yeux phosphorescents flotta un moment, puis se reforma, le calme revenu. Les 2 hommes étendaient les couvertures et les fourrures sur des branches de sapin posées sur la neige. Henri commença à dénouer ses mocassins de peau de daim. « Combien dis-tu qu'il nous reste de cartouches, Bill ?» grogna-t-il. « 3. Et c'est maintenant que j'aimerais en avoir 300. » Il enleva à son tour ses mocassins, qu'il exposa soigneusement au feu. « Et je voudrais bien aussi que le froid s'arrête. Il fait -10 depuis 15 jours. Quelle idée nous avons eue d'entreprendre cette expédition. Je n'aime pas la tournure que cela prend. C'est mal parti, je le sens. Enfin, puisque nous en sommes là, finissons-en rapidement et qu'on n'en parle plus. Tout ce que je souhaite, c'est de nous retrouver à Fort Amuguri, tranquillement assis auprès du feu à jouer aux cartes. » Henri grogna et s'emmitoufla dans ses couvertures. Bill l'appela encore. « Dis donc, Henri, comment se fait-il que les chiens ne soient pas tombés sur le visiteur qui est venu voler un poisson? Ça me tracasse, ça. »« Ne te tracasse pas, Bill, » répondit Henri d'une voix ensommeillée. « À mon avis, tu as simplement des ennuis d'estomac. Arrête de parler et dors. Tu en auras besoin pour demain. Et ne te mets pas Martel en tête. » Tous 2 s'endormirent bientôt, respirant lourdement, côte à côte sous la même fourrure. Le feu tomba peu à peu. Le cercle d'yeux luisants se rapprochait lentement. Dès que 2 d'entre eux s'approchaient un peu trop, les chiens grondaient, peureux et menaçants. À un moment donné, leur cri devint si fort que Bill se réveilla.
Il sortit les couvertures avec précaution pour ne pas réveiller son camarade et renouvela le bois du foyer. La flamme s'éleva et le cercle dur recula. Bill jeta un coup d'œil sur les chiens, puis les compta avec plus d'attention. Il se remit sous la couverture et secoua son compagnon. « Henri! Oh, Henri !» L'autre se retourna comme quelqu'un qu'on réveille. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Je viens de les compter. Ils sont encore 7. » Henri reçut cette nouvelle sans broncher et se rendormit. C'est lui qui, le matin, s'éveilla le premier et en tira son camarade des couvertures. Il était 6 heures, mais le jour ne se lèverait que 3 heures plus tard. Dans l'obscurité, il se mit à préparer le déjeuner, tandis que Bill roulait les couvertures et préparait le traîneau. « Dis donc, Henri, demanda-t-il soudain, combien disais-tu que nous avions de chiens ? 7, de nouveau ? Non, 5 cette fois. Il y en a un de parti. Oh, c'est pas vrai, rugit Henri. Et abandonnant son travail, il vint compter les chiens. Tu as parfaitement raison, Bill. C'est Boule de Suif qui est parti. Il est parti comme une flèche. La fumée nous aura caché sa fuite. Pas de chance ni pour lui, ni pour nous. Je parie qu'il hurlait comme un possédé en descendant dans leur estomac. Satané bête. Il a toujours été un peu toqué, observa Bill. Toqué ou pas, comment un chien a-t-il pu courir ainsi au suicide ? Henri regarda soigneusement les autres chiens de la troupe, supputant ce que l'on pouvait présumer de leurs habitudes et de leur caractère. Aucun de ceux-ci n'en ferait autant, j'en jurerais. On leur taperait plutôt sur le dessus à coups de bâton. J'ai toujours pensé, et je le répète, que Boule de Suif était un peu cinglé. Ce fut là toute l'oraison funèbre que reçut un brave chien de traîneau mort sur une piste glacée des territoires du Nord. Fin du chapitre 1.